Et salut tout le monde. Alors voilà, vous tombez sur une vidéo qui est pas très travaillée. Il y aura pas beaucoup de surprises de montage aussi. Mais voilà, je m'étais dit que il y avait très peu de vidéos de philosophie sur YouTube. Et que voilà, depuis que Cyrus North a plus ou moins arrêté, mis en demeure ses coups de fil, je pensais qu'une vidéo, voilà, peut-être, en plus elle sortira peut-être avant le bac, ça peut aider peut-être quelques terminales. Voilà, une vidéo serait la bienvenue. Alors je voulais vous expliquer l'esthétique de Hegel, donc ce sera voilà, un petit peu de philosophie de l'art. Qu'est-ce que c'est l'esthétique? L'esthétique, c'est un ensemble de textes qui ont été euh, créés, repris, écrits par les élèves de Hegel et qui ont été mis ensemble pour créer une sorte de recueil en fait, voilà, une sorte de recueil philosophique. Alors pour commencer l'explication, il faut bien se mettre au point avec les concepts hegeliens, notamment un, c'est le concept d'esprit, qui est assez vague, qui laisse l'opportunité voilà, de laisser aller son imagination à ce qu'est réellement l'esprit, le Geist, comme il l'appelle en allemand. L'esprit, de manière générale, c'est une entité suprasensible et sensible qui communique avec les humains, avec les hommes. C'est parce qu'il y a des hommes qu'il y a l'esprit. Et l'esprit n'est rien d'autre que la totalité des hommes. C'est assez compliqué à expliquer. Euh, mais en tout cas, voilà, les deux sont interdépendants, interconnectés. Et c'est pour ça que dans toutes les relations humaines, la moralité, le travail, euh, tout ce que la politique, tout ce que l'homme va faire, va créer dans ce monde, eh bien, ça aura un rapport avec l'esprit et l'esprit aura un impact sur le monde. Et ce sera le cas pour l'art. Ce sera le cas pour l'art. Et on va le voir à travers du coup cette explication de l'esthétique. Alors, l'esprit, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il cherche à travers son évolution, son passage? Il cherche sa propre liberté. Comment est-ce qu'il va procéder pour chercher sa liberté? Eh bien, il va agir sur le travail des hommes, sur ce qui définit les hommes, et évidemment, la liberté de l'esprit n'ira pas sans la liberté des hommes. Là, voilà, donc on est d'accord, l'interconnexion entre les deux est importante. Il va aussi agir par un processus dialectique. Euh, donc la dialectique, normalement, voilà, c'est plus ou moins su, c'est la thèse qui se pose, mais comme elle est seule, elle doit s'opposer à une antithèse pour devenir vraiment ce qu'elle est, et alors, elle ressort enrichie de cette antithèse et revient sous forme de synthèse. Et normalement, à cette synthèse, on a la liberté, voilà, on a une liberté, la liberté absolue, euh, relative, ça dépend des interprétations. En tout cas, euh, pour l'esthétique, l'esprit traverse les âges, les stades, mais il est aussi intrinsèque au mouvement artistique en eux-mêmes. Donc je vais essayer d'expliquer un peu ça, d'expliciter. On va rentrer dans le vif du sujet tout de suite. Euh, Thèse, antithèse, synthèse, trois moments, trois stades que je vais vous marquer, que je vais vous montrer dès à présent. Voilà, ce sera la seule chose intéressante que vous verrez au niveau du montage. Et on voit plus ma tête non plus, ça c'est bien. Nous avons donc le stade symbolique, stade classique, stade romantique. Quand l'esprit est au stade symbolique, l'esprit est enfoui en l'homme. L'homme ne connaît pas sa propre liberté. Il se découvre, il s'essaye. C'est notamment Hegel le caractéristique par beaucoup d'œuvres dans le stade symbolique, beaucoup d'œuvres égyptiennes. Le fait par exemple qu'on représente des dieux mi-animaux, mi-humains. On comprend pas que on comprend pas l'importance de l'homme, on est obligé de le mêler à l'animal. Euh, la pyramide, c'est l'exemple architectural donc, qui est ici, c'est celui que décrypte Hegel. Qu'est-ce que c'est que la pyramide? La pyramide, c'est un tombeau, c'est-à-dire un monument qui n'est créé que pour un seul homme, un homme qui n'est même plus homme, qui est un dieu, et pour des richesses matérielles. Donc l'homme a totalement déserté cette part de l'art. L'homme s'essaye, c'est le moment où on va définir les règles. On va apprendre les règles de l'art, si vous voulez. Définir les règles, apprendre les règles. Il y a aussi une opposition entre le fond et la forme. On dit au stade symbolique que le fond
est moins important que la forme. Voilà. On passe ensuite au stade classique, donc l'esprit va évoluer à travers ce raisonnement dialectique, hein, les pyramides vont être critiquées, détruites, on va essayer de faire quelque chose de plus fin, quelque chose de... Voilà, et c'est ce qui va en ressortir au stade classique, c'est le temple grec. Le temple grec, c'est la perfection pour Hegel. C'est le stade classique, c'est l'aboutissement de l'art, et il va nous dire d'ailleurs dans l'esthétique, petite citation, rien de plus beau ne s'est vu ni ne se verra. Donc avec ce temple grec, qu'est-ce qu'on a? On a une longue surface rectangulaire où les hommes peuvent se mouvoir en liberté totale, vous voyez, hein. On voit aussi dans le vêtement grec, la toge, la liberté du mouvement, donc tout est liberté. Le temple, c'est aussi un moment de réunion, de partage, c'est la vie publique, hein, comme Hannah Arendt va la définir, c'est la vie publique, la vie où on se réunit, où on discute en toute liberté. Euh, Là, on n'apprend plus les règles sont maîtrisées, les règles sont maîtrisées, et le fond est égal à la forme. L'esprit n'est plus enfoui dans l'homme, l'esprit est l'homme. L'esprit est tout l'homme, si on veut. Assez compliqué à expliquer, j'espère que vous voyez l'idée. Voilà, je vais remettre la scène 1. Je m'amuse avec le montage. J'espère que vous m'excuserez. Donc Hegel, il le montre aussi à travers la statue, par exemple. La statue, on ne représente plus les personnages déjà mi-hommes, mi-animaux. La statue grecque, c'est une statue purement humaine. Et elle est de face, en général, on l'admire de face ou de trois quarts face, quand les Égyptiens avaient une technique technique assez étrange qui mêlait le face et le profil. Là, on a une vraie statue de face, le front en avant. C'est ce que Hegel dit. Il dit plus que c'est le menton en avant, mais c'est que c'est le front, la tête qui est mise en avant. Voilà pour ce stade. Et ensuite, à la fin de ce stade, Hegel va nous dire l'art est mort, c'est fini. Rien de plus beau ne s'est vu ni ne se verra. On passe au stade romantique. Après avoir appris les règles, après avoir maîtrisé les règles, maintenant on brise les règles. Les règles sont brisées. L'esprit qui d'abord était enfoui au stade symbolique, qui était resplendissant au stade classique, s'envole, maintenant il s'enfuit de l'homme pour s'en retourner dans sa propre liberté de création, loin du monde sensible. Et donc ça nous donne les cathédrales. Qu'est-ce que c'est les cathédrales? Ben, on voit que c'est un savant mélange entre la pyramide et le temple, si on veut, un petit peu. On a comme un espace, la nef, où les gens marchent plus ou moins. Après, l'intérieur est extrêmement codifié comparé au temple. On a une vraie codification au niveau de la cathédrale. Et on voit des clochers qui s'élèvent vers le ciel comme pour montrer la fuite de l'esprit qui quitte le monde sensible. Alors ça, c'est une interprétation personnelle, mais quand les règles sont brisées, certes, on a maintenant la liberté. Quand les règles sont brisées, qu'est-ce que c'est? C'est la liberté totale, hein, vous l'avez compris, c'est la liberté de l'esprit. Donc on a une liberté totale de création. Donc la liberté de faire tout, mais aussi la liberté de faire n'importe quoi. Et, bon, je ne vais pas rentrer dans une critique de l'art moderne, mais en tout cas, c'est ce que ça sous-entend. C'est que si l'art n'a plus de règles, peut-on déjà encore parler d'art? Et évidemment, ça va mener le lieu à des dérives dans tous les sens. Alors, comment est-ce qu'on peut pallier ce problème? Eh bien, en décrivant que ce mouvement dialectique, qui s'est fait à travers toute l'histoire du stade égyptien, du monde égyptien, jusqu'à nos jours, eh bien, il y a une dialectique qui est interne à ce mouvement, une dialectique dans les arts et les domaines de l'art même, à une époque donnée. Par exemple, je vais vous donner l'exemple le plus classique, c'est voilà, l'exemple de la musique classique. Dans la musique classique,
on a un premier stade, qu'on pourrait qualifier par une figure. C'est repris par Link the Sun, si jamais ça vous intéresse. Je mettrai peut-être le lien dans la description. Nous avons Bach, qui est le carré, donc le carré géométrique. Donc voilà, on pourrait peut-être qualifier, bon, ce serait un peu le descendre de qualifier ça de stade symbolique, mais on a une matière brute qui est, qui est codifiée, les règles sont apprises, voilà. Ensuite, on passe au stade Mozart. Mozart, c'est le génie Mozart qui va arrondir les angles du carré pour en faire un rond, la perfection mathématique, la pure maîtrise des règles et l'envolée. Et puis on finira par Beethoven, euh, qui représenterait le cercle brisé. Les codes ne sont plus. On a un génie musical qu'on ne comprend même pas, qui nous expose une déferlante de notes et de symphonies. Voilà. Tous ces, dans chaque domaine de l'art, on peut voir ce genre de processus dialectique qui travaille, c'est-à-dire on crée un objet, thèse, cet objet va être critiqué, va être approuvé, on va essayer de le faire se développer, etc. Ça va donner une antithèse, l'antithèse à laquelle elle s'oppose. Et finalement, au sortir de cette antithèse, on va ressortir un produit qui n'est plus brut comme celui de la thèse, mais un produit qui a été poli par l'antithèse, une sorte de résultat final, donc une synthèse de ce processus. Et on ne s'arrête pas là, puisque cette synthèse va de nouveau être soumise à l'antithèse, et etc., pour créer des objets toujours plus beaux, en tout cas, jusqu'au stade classique, qui est après Hegel va dire que l'art est mort, tout simplement. Que comme tout peut être art, il n'y a plus d'art, donc l'art est mort. Et, euh, et voilà, on arrivera toujours vers une plus grande perfection. Et puis, de nos jours, difficile de... Hegel dira que ce sont des résurgences du passé qui semblent être des perfections. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à comprendre un peu plus l'esthétique hegelienne. C'est un vrai condensé fait par mes soins et après une lecture des textes. Donc il est possible qu'il y ait des imprécisions. Si jamais il y aura des commentaires dans cette vidéo, il faudra me le préciser. Euh, J'espère que ça vous aura aidé. Pour le bac, ça peut faire une bonne sous-partie de dissertation, pourquoi pas. Voilà, et je vous dis à la prochaine. Au revoir.